Dans un monde où les océans cachent autant de trésors que de dangers, chaque aventure peut changer le destin d'un pirate. Embarquez sur le Sunny avec Luffy, mais attention à ne pas tomber dans l'eau si vous avez mangé un fruit du démon. One Piece, épisode 1106. Le tumulte résonnait à travers la fabriophase d'Egghead, chaque pas des agents du gouvernement mondial martelant les planchers métalliques comme un avertissement de guerre. Les couloirs étaient envahis par le bruit des machines. Les lumières clignotantes des panneaux de contrôle projetaient des ombres tremblantes sur les murs. Et la vapeur s'échappait des conduits, donnant à la scène un aspect presque apocalyptique. L'objectif de ces agents était clair: atteindre les fusées à vapeur, détruire le dernier lien de fuite du Dr Vegapunk et empêcher à tout prix sa disparition. Chaque instant comptait, chaque mouvement pouvait sceller le destin de l'un des esprits scientifiques les plus brillants du monde. Soudain, un flash lumineux éclata, coupant le silence assourdissant. Les agents se figèrent, aveuglés par la lumière bleutée qui fendait les couloirs métalliques. Des rayons précis et mortels jaillissaient de dizaines de canons intégrés dans les armures mécaniques. C'étaient les Pacifista MK-TWI, des machines de guerre perfectionnées, bien plus puissantes que celles qu'ils avaient affrontées lors de la légendaire guerre au sommet. Leurs corps massifs mais agiles glissaient sur le métal comme des spectres, et leurs armes crachaient des rafales laser qui éclataient sur les murs et les poutres, projetant des étincelles et des fragments de métal dans toutes les directions. Au centre de ce maelstrom mécanique se tenait Sentomaru, immobile malgré les blessures qui marquaient son corps comme des cicatrices de batailles passées. Son visage, marqué par la fatigue et la détermination, reflétait la tension de l'instant. Chaque mouvement de ses mains semblait coordonner l'assaut de 50 pacifistas MK3, déployés avec une précision chirurgicale pour créer un mur de défense implacable. Les robots tournaient, pivotaient, tiraient et reculaient avec une fluidité presque surnaturelle, répondant à chaque attaque ennemie avec une synchronisation parfaite, comme si un seul esprit les animait. Les agents du gouvernement mondial, pourtant aguerris, commencèrent à réaliser qu'ils faisaient face à un adversaire hors du commun. Les tirs laser frappaient leur protection, rebondissaient sur les parois, et les explosions métalliques projetaient des éclats de débris dans tous les sens. L'air était saturé d'énergie et de tension. La fabriophase tremblait sous l'assaut, et l'odeur de métal brûlé se mêlait à celle de la vapeur et du carburant surchauffé. Les bruits de pas et les cliquetis des armes mécaniques formaient une symphonie de guerre métallique, orchestrée par la volonté inébranlable de Sentomaru. Malgré leur supériorité numérique, les agents se retrouvaient piégés dans un labyrinthe de feu, de lumière et de métal. Chaque pacifista était un mur mouvant, un projectile mortel et un guerrier inébranlable à la fois. Sentomaru, imperturbable au centre de la tempête, observait chaque mouvement, anticipait chaque attaque et envoyait ses machines répliquer avec une efficacité redoutable. Son objectif était simple mais vital: protéger le docteur, Vegapunk à tout prix, et maintenir les fusées à vapeur intactes, garantissant la possibilité de fuite et de survie du génie scientifique. Les couloirs de la fabriophase se transformèrent en un champ de bataille vivant, où chaque rayon lumineux des pacifistas MK3 illuminait les visages concentrés, où chaque explosion faisait vibrer les poutres et soulever la poussière, et où la détermination humaine et mécanique se mêlait dans un ballet épique. Les agents tentaient de riposter, mais les pacifistas semblaient prévoir chacun de leurs gestes, leurs tirs et mouvements formant un mur quasi impénétrable. Dans ce tumulte, Sentomaru était l'œil du cyclone, calme, précis et implacable. Ses yeux brillaient d'une intensité qui inspirait respect et crainte. Chaque geste de sa main guidait l'assaut mécanique. Chaque ordre silencieux transformait le chaos en discipline. Et chaque souffle rappelait que dans ce monde, la volonté pouvait surpasser la force brute. La fabriophase elle-même semblait vibrer au rythme des combats, comme si le métal et la machine reconnaissaient le courage de ceux qui défendaient l'honneur et la science. Ainsi, Egghead se transformait en théâtre d'un affrontement titanesque. Le gouvernement mondial avançait, sûr de sa supériorité. Mais face à lui se dressait une force presque mythique, orchestrée par Sentomaru et ses pacifistas MK3. Les rayons lumineux, les explosions,
Les éclats de métal et les cris de guerre se mêlaient en un ballet de lumière et de danger, rappelant à tous que dans ce monde, même face à une armée, la détermination et le génie pouvaient renverser le cours de la bataille. Pendant ce temps, Bonnet avançait à travers le laboratoire d'Egged, ses pas résonnant sur le métal tordu et les carreaux fissurés. Chaque battement de son cœur semblait se mêler aux vibrations des machines autour d'elle, créant une symphonie chaotique de fer et de lumière. Ses yeux, brûlants de détermination, fixaient le Dr Vegapunk, qui recula instinctivement en voyant son poing gigantesque se gonfler grâce au pouvoir du Nikyu Nikyu no Mi. « Arrête! Ce n'est pas prudent !» s'exclama Vegapunk, sa voix trahissant une peur qu'il ne voulait montrer. Mais Bonnet ne ralentit pas. Avec une vitesse et une puissance surhumaines, elle pressa ses coussinets géants contre le verrou énergétique de la porte menant à la salle secrète des souvenirs de Kuma. Une onde d'énergie lumineuse jaillit, traversant le métal et les circuits, illuminant le couloir d'un éclat éblouissant. La serrure gronda sous la pression, émettant un craquement métallique sinistre, et la porte s'ouvrit dans un fracas dramatique, comme un rideau se levant sur une scène interdite depuis des années. L'air à l'intérieur était étrangement chargé, presque tangible, saturé de souvenirs et d'émotions suspendues dans le temps. Les murs étaient tapissés de lueurs dorées et bleuâtres, comme des fragments de mémoire flottant dans l'espace, et le sol semblait vibrer doucement sous ses pieds, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Bonnet inspira profondément, sentant l'odeur douceâtre et métallique des souvenirs mêlée à celle de la poussière et du vent. Chaque fibre de son corps était tendue, consciente que ce qu'elle allait découvrir changerait tout. Et alors qu'elle pénétrait dans la salle, la scène qui s'offrit à elle fut bouleversante. Kuma, immense et silencieux, se tenait seul dans un champ infini baigné de lumière dorée. Ses larges épaules, pourtant si puissantes, étaient courbées par le poids invisible de la tristesse. Le vent agitait l'herbe autour de lui et jouait avec ses vêtements, mais il ne bougeait presque pas, figé dans sa douleur. Ses yeux, d'habitude impassibles et froids, brillaient de larmes cristallines. Chacune d'elles capturait un fragment de son passé, projetant un éclat sur le sol et les murs de mémoire, comme pour illuminer la profondeur de son chagrin. Le silence était presque assourdissant. Aucun bruit de machine, aucun murmure de pas. Seulement le souffle du vent, le bruissement des herbes et les sanglots étouffés de Kuma, un géant d'acier et de chair qui, pour un instant, redevenait humain. Bonnet sentit une boule se former dans sa gorge. Son cœur se serra en voyant cette vulnérabilité extrême, et elle comprit que ce qu'elle voyait n'était pas seulement de la tristesse. C'était tout le poids de sa vie, de ses sacrifices et de ses regrets, condensés dans ce moment suspendu. Bonnet serra les poings, ses coussinets géants frémissant d'énergie. La colère et la compassion se mêlaient en elle comme une flamme vive. Chaque respiration lui rappelait la force de Kuma et la fragilité de son âme. Elle savait maintenant que derrière la légende et le mythe du guerrier impitoyable se cachait un être capable de ressentir, de souffrir et d'aimer. Et dans ce silence sacré, elle sut que son rôle n'était plus seulement de combattre ou de déverrouiller des portes. C'était d'affronter le passé de Kuma et de protéger ce qu'il avait laissé derrière lui. La salle de contrôle d'Egged était un véritable champ de bataille silencieux, vibrant sous les secousses du laboratoire en plein chaos. Les consoles clignotaient de manière erratique, projetant des lumières rouges et bleues qui dansaient sur les murs métalliques fissurés. Des câbles arrachés pendaient du plafond, certains parcourus d'étincelles, et l'air était saturé de l'odeur âcre du métal chauffé et des circuits surchargés. Dans ce tumulte technologique, Luffy s'arrêta net, le souffle court, le regard fixé sur les écrans clignotants. Sa recherche du Dr Vegapunk venait de buter sur un obstacle inattendu. Ses bottes d'homme, pourtant si fiables, avaient cessé de fonctionner. Il ne pouvait plus voler, bondir ni naviguer à travers les salles suspendues du laboratoire, et chaque pas maladroit sur le métal résonnait comme un rappel cruel de son impuissance momentanée. À côté de lui, Edison et Lilith étaient plongés dans un travail frénétique, leurs mains virevoltant sur les circuits et engrenages d'Atlas, le colosse mécanique protecteur. Les pistons grondaient, les câbles crépitaient, et un sifflement métallique parcourut l'air lorsqu'Atlas fut enfin remis en marche.
Les voyants lumineux se stabilisèrent, illuminant leur visage tendu d'un éclat vacillant, presque féerique. Une faible lueur d'espoir se dessina dans les yeux de Luffy, mais elle fut rapidement éclipsée par un nouveau problème. Le Frontier Dome, cœur du système de surveillance et de défense d'Egghead, était désormais hors de contrôle. Les écrans de surveillance, partiellement détruits ou corrompus, ne montraient que des fragments de couloirs, des portes entr'ouvertes et des explosions métalliques. Les systèmes, autrefois fiables et précis, étaient désormais des mosaïques chaotiques d'images floues et de lumières vacillantes. Shaka, maître du dôme, avait perdu toute connexion, laissant le laboratoire presque aveugle face à l'ampleur de la destruction et à la fuite potentielle du Dr Vegapunk. Luffy sentit l'urgence grimper dans sa poitrine, chaque seconde devenant un poids oppressant, chaque respiration une course contre le temps. C'est à ce moment que Pythagoras, le fidèle robot stratège, prit l'initiative. Ses jambes mécaniques frappaient le sol avec une puissance colossale, résonnant dans les couloirs comme des tambours de guerre. Ses capteurs lumineux balayaient chaque recoin, détectant les débris, les flammes naissantes et les structures instables. Chaque mouvement précis, chaque pivot de ses bras articulés envoyait des éclats métalliques voler dans l'air. Les reflets rouges de ses yeux semblaient tracer un chemin à travers le chaos, et ses articulations cliquetaient comme un avertissement aux intrus. Il ne laisserait personne gêner sa mission. Face à cette urgence, l'équipage du chapeau de paille se mobilisa immédiatement. Nami déploya ses instruments et cartes holographiques, ses doigts dansant avec précision pour tracer les itinéraires les plus sûrs à travers les couloirs endommagés. Les lumières rouges se reflétaient sur ses yeux concentrés, accentuant la tension dans son expression. Usopp, armé de ses gadgets improvisés et de ses projectiles explosifs, se préparait à neutraliser toute menace mécanique surgissant d'un angle obscur. Sanji, rapide et agile, bondissait d'un conduit à l'autre, Woma, ses mouvements fluides et gracieux lui permettant d'intervenir en un instant. Zoro, sabre en main, scrutait chaque recoin avec une attention glaciale, prêt à trancher tout métal ou obstacle qui se dresserait sur leur route. Luffy, serrant ses poings recouverts de poussière et de suie, laissa un sourire féroce étirer son visage, malgré la grave gravité de la situation. Allez les gars, on ne laisse pas Vegapunk tomber entre leurs mains. L'énergie collective dans la salle devint palpable, comme un souffle qui traversait chaque membre de l'équipage. Les vibrations des pas, le cliquetis des machines et le bourdonnement des alarmes créaient une symphonie de chaos, et chacun d'eux ressentait la gravité de la mission. Retrouver Vegapunk, avant que les systèmes ne s'effondrent complètement. Le laboratoire tout entier semblait prêt à basculer dans le désastre. Moment. Mais la détermination de l'équipe transformait ce danger en un moteur d'action. Alors que l'équipe s'élançait à travers les couloirs, le sol métallique grinçait sous leurs pas. Des éclats d'étincelles jaillissaient des câbles endommagés et la fumée des machines surchauffées formait des nuages presque opaques. Chaque virage pouvait cacher une explosion. Chaque porte entr'ouverte, un piège mécanique. Pythagoras, en tête, analysait en temps réel la structure instable du bâtiment, indiquant à l'équipage les chemins les plus sûrs tout en anticipant les obstacles et les menaces. Le vent sifflant à travers les conduits, le bruit métallique des portes qui se ferment violemment derrière eux et le crépitement électrique des systèmes endommagés faisaient de chaque seconde un moment de suspense intense. Chaque membre du chapeau de paille était en alerte maximale. Le moindre faux pas pouvait signifier la destruction complète de la salle, ou pire, la capture de Vegapunk. Luffy, sentant la tension grimper à chaque seconde, inspira profondément et fit un pas déterminé. Le laboratoire d'Egghead, avec ses couloirs tortueux et ses machines vivantes, était désormais le théâtre d'une course effrénée contre le temps, le danger et les forces ennemies. Et dans cette course, le courage, l'ingéniosité et la solidarité de l'équipage seraient les seules armes capables de sauver le génie scientifique le plus recherché du monde. En dehors d'Egghead, le monde semblait osciller entre chaos et curiosité. Dans les bureaux feutrés et luxueux de son empire médiatique, Morgans dominait la pièce du haut de son immense siège en cuir, entouré d'écrans et de piles de journaux. Chaque écran diffusait des images altérées de l'incident d'Egghead. Des flammes, des explosions,
et surtout Luffy, présenté comme un assassin en puissance, s'apprêtant à frapper le légendaire Dr. Vegapunk. Morgan souriait d'un air satisfait, ses doigts pianotant avec une rapidité presque hypnotique sur les claviers, ajustant les titres, choisissant les mots les plus percutants pour créer un scandale retentissant. Les illustrations montraient Luffy au visage menaçant, entouré de débris et de flammes, tandis que des annotations dramatisées accentuaient le danger qu'il représentait selon le journaliste. Mais, à des milliers de kilomètres, la vérité avait d'autres témoins. Vivi, la princesse d'Alabasta, observait la diffusion de ces journaux avec un mélange de colère et d'incrédulité. Ses poings étaient serrés, ses yeux étincelaient d'indignation, et chaque page qu'elle tournait semblait lui brûler les doigts. À ses côtés, Wapol, ancien roi et manipulateur notoire, fronçait les sourcils en voyant la même série de mensonges. Son visage exprimait un mélange de rage et de dégoût. Mais comment en peuvent-ils transformer Luffy, qui a risqué sa vie pour sauver Vegapunk et protéger le monde, en un simple meurtrier? Lança Vivi, sa voix tremblante de frustration mais ferme, résonnant dans la pièce comme un cri de vérité. Ridicule et scandaleux, rugit Wapol, frappant la table avec force. Morgan ne cherche pas la vérité. Il ne se soucie pas des vies. Tout ce qu'il veut, c'est vendre des journaux et manipuler l'opinion. Dans les ports, les rues et les places animées, les journaux de Morgans circulaient rapidement. Les marchands criaient leurs titres sensationnalistes et les passants se pressaient pour lire les images et les récits dramatisés. Les visages se tendaient entre peur et curiosité, certains murmurant des accusations contre Luffy, d'autres secouant la tête, incrédules. Dans les tavernes, les discussions s'enflammaient. Des marins racontaient la version déformée de l'incident, exagérant les explosions et les pouvoirs de Luffy, tandis que d'autres tentaient de défendre le héros pirate. La confusion et la rumeur se répandaient comme un feu incontrôlable, donnant naissance à un climat de peur et de suspicion. Pour Morgans, tout cela n'était qu'un jeu de manipulation. Chaque mot, chaque image, chaque titre sensationnel renforçait son pouvoir et son influence sur le monde. Il observait la panique qu'il semait avec satisfaction, savourant l'idée de contrôler la perception publique, de décider qui serait vilipendé et qui serait glorifié. Mais pour Vivi et Wapol, ce n'était pas seulement une question de réputation. C'était une injustice flagrante. La colère de Vivi bouillonnait dans sa poitrine. Mais derrière cette colère se dessinait une détermination féroce. Elle savait que la vérité devait éclater et que la réputation de Luffy et de ses alliés ne pouvait être ternie par un journaliste manipulateur. Wapol, lui, observait le monde avec son sens aigu de la stratégie politique. Même s'il n'était pas toujours juste dans ses décisions passées, il savait reconnaître l'iniquité et la nécessité d'agir. Ensemble, ils formaient un duo improbable mais déterminé, prêt à riposter contre la manipulation médiatique et à rétablir la vérité. Dans ce tourbillon de mensonges, de scandales et de désinformation, le monde entier semblait suspendu à l'équilibre fragile entre peur et vérité. Et tandis que Morgans savourait son influence croissante, la tension montait. Les alliés de Luffy se préparaient, chacun à sa manière, à contrer la propagande, à défendre le héros et à révéler que derrière les manchettes sensationnalistes, il y avait des sacrifices, du courage et la loyauté d'un pirate qui avait toujours lutté pour le bien.